Alors, l'objet est d'abord de vous accueillir dans cette enceinte virtuelle qui permet de se poser de bonnes questions et de respecter les règles de travail et d'échange entre nous qui viennent d'être rappelées parce que le sujet est complexe, parce que les points de vue sont divers, parce que nous sommes d'origine tout à fait variée et parce que le nombre des inscrits qui ne cesse d'arriver, j'entends les bruits au fur et à mesure, témoigne de votre intérêt pour ce sujet. Ce sujet est un sujet important pour notre société. Il ne l'est pas plus aujourd'hui qu'avant. Il est simplement entré dans un calendrier politique, appelons-le ainsi. Si on voulait résumer, peut-être que le chantier, comme cela a été appelé, du début de vie, fut un des chantiers du premier quinquennat présidentiel. Le chantier de la fin de vie peut parfaitement être considéré comme le chantier sociétal du deuxième quinquennat présidentiel. Alors, cela dit, c'est pas plus important aujourd'hui qu'hier, tout simplement parce que la France, d'abord, n'a pas attendu 2022 pour se poser cette question. On a un certain nombre de dispositions qui existent et de lois, ou en tout cas de contextes législatifs, qui sont appliqués. Ils sont votés, ils ont des décrets d'application, ils sont appliqués. Ce que nous évoquons ce soir, c'est les conditions d'une évolution de ce dispositif législatif et réglementaire. Alors, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a travaillé ce sujet. Ce n'est pas la première fois qu'il le travaille. Il l'a travaillé et il a auditionné. Grande méthode de travail lorsqu'on est dans l'éthique de la discussion. On essaye de croiser les regards, de chercher l'argumentation et surtout de voir comment d'autres ont éventuellement pu apporter des réponses à des questions qui sont communes à l'humanité, mais qui, nous le verrons tout à l'heure, ne sont pas traitées de la même façon. Alors, j'en veux pour preuve que parmi les personnalités auditées, on retrouve à peu près toutes les sensibilités de la société. Donc, on peut considérer qu'elles ont été exprimées. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient toutes présentes. Il suffit que le propos soit rapporté. Ce fut le cas. Et ce travail que certains d'entre vous ont lu, j'espère le plus grand nombre, est un travail de synthèse. Il porte sur 63 pages. Et retenons déjà tout simplement le titre, hein, porte sur la fin de vie, l'autonomie, la solidarité. Donc nous voyons déjà le cadre de la fin de vie, la recherche de l'autonomie du patient et tout simplement de tout citoyen que nous sommes par définition, mais également de la solidarité et de sa mise en œuvre lorsque la situation l'exige ou en tout cas que les conditions sont réunies pour être un peu moins solitaire et un peu plus solidaire, comme l'aurait dit Camus. Parmi les expériences étrangères, là, c'est très intéressant. Si vous regardez dans les annexes, on trouve ça dans les dernières pages du rapport, enfin de l'avis, vous retrouvez la Belgique, dont on parle beaucoup, parfait. Dans les catégories dites législation favorable ou en tout cas dépénalisant l'assistance au suicide, vous avez la Suisse, les États-Unis et l'Autriche. Et dans celles qui en plus ont encadré la pratique de l'euthanasie, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vu d'un peu loin, comme citoyen français, européen et mondial, je constate quand même, premier constat, que ce sont des pays dits anglo-saxons ou de culture anglo-saxonne ou du nord de l'Europe. Ceux qui font exception sont États-Unis, Canada, mais vous voyez qu'on est encore à nouveau dans le monde anglo-saxon. Et ceux qui font une grande exception géographique, c'est Australie, Nouvelle-Zélande. Nous sommes toujours dans le monde anglo-saxon. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à voir dans quelle mesure des dispositifs anglo-saxons pourraient, le cas échéant, être utiles à la réflexion nationale. Il y a, cela dit, et toutefois, une exception, qui est celle de l'Espagne. L'Espagne a légiféré en 2021. C'est peut-être le contre-exemple, ou en tout cas le contre-exemple qui permet finalement d'affirmer que la règle générale est d'autant plus solide, mais toujours est-il que nous sommes appelés à réfléchir à ces situations un peu plus avant.
Et dans l'avis 139, que je ne vais pas vous résumer, mais j'aimerais attirer votre attention sur les 3 grands points de la synthèse. D'abord, c'est demander plus de moyens. Très intéressant. En France, chaque fois qu'il y a une difficulté, on demande plus de moyens. Et il suffit de regarder que quand on demande plus de moyens pour l'éducation, ça ne fonctionne pas forcément bien. Qu'en est-il de la santé? Deuxièmement, on cherche à savoir sur quoi s'appuyer sur le plan éthique et légal. Et troisièmement, on appelle à un débat national. Alors revenons sur plus de moyens. Il est certainement intéressant de voir que les membres du CCNE auditionnés et ceux qui ont constitué le groupe de travail, qui s'inscrit d'ailleurs dans la suite logique de l'évolution, puisque les 2 rapporteurs étaient l'un un médecin de soins palliatifs et l'autre Alain Claes, le député, ex-député, mais qui est celui qui a associé son nom à la précédente révision, la fameuse loi Claes-Leonetti, qui avait déjà elle-même pris la suite de la loi initiale Leonetti. Donc on est dans un continuum et on demande plus de moyens. Assez logiquement, on lit. Tous les départements ne sont même pas encore dotés d'un service de soins palliatifs ni d'une équipe mobile de soins palliatifs. Ensuite, on demande des moyens universitaires, c'est-à-dire que se crée un corpus de connaissances un peu plus stable ou plus solide. Et puis enfin, des moyens de recherche. On vient de décliner la triple mission du CHU, soit enseignement-recherche, et on souhaite qu'une discipline nouvelle, celle consacrée aux soins palliatifs, mais ne confondons pas soins palliatifs et fin de vie, je m'en arrêterai dans mon propos introductif, parce que ce n'est vraiment pas la même chose. Bref, une discipline de soins palliatifs. Ensuite, sur quoi s'appuyer? Eh bien, toute une réflexion bien structurée sur les considérations éthiques et derrière la traduction légale, c'est-à-dire législative et réglementaire. Mais on n'est pas très certain que soit bien résolue la question de qui décide et quand. Et le qui décide, on sent que c'est le patient lorsqu'on appelle à une plus grande autonomie, mais quand, on sait très bien que c'est le médecin. Très intéressant, il y a une dissociation entre le patient et le médecin alors qu'il ne devrait pas. Et pour qu'elle soit réduite, eh bien, il faut rentrer dans la procédure collégiale. La procédure collégiale n'est pas un piège, mais c'est un piège sémantique. La procédure collégiale appelle à un partage d'échanges maximal, mais en réalité, in fine, il n'y en a qu'un qui prend la décision, c'est le prescripteur, c'est-à-dire le médecin, et c'est d'ailleurs lui qui assume la prescription et personne d'autre que lui. Donc il y a une demande d'un côté et une capacité technique d'y répondre de l'autre. C'est lorsqu'une conscience rejoint une confiance ou une confiance rejoint une conscience, selon les mots des années 30 du président du Conseil national de l'ordre des médecins de l'époque. Et enfin, la troisième grande recommandation, c'est l'organisation d'un débat national. Eh bien, malgré cet avis qui finalement prépare notre réflexion, n'apporte pas de réponse définitive, si ce n'est d'appeler à un véritable débat national. Et nous pouvons considérer que ce que nous faisons en ce moment est pour notre région la première étape ou les prémices de ce débat national. Donc, important de poser correctement la question, ce que nous allons faire successivement. Ensuite, important de vous écouter dans vos contributions, parce que ce n'est pas tant le point de vue qui compte, il suffit de faire une enquête et on aura la réponse, ou un sondage. Non, ce qui est important, c'est l'argumentation. Et une argumentation novatrice, s'il était possible, parce que une grande partie a déjà été déployée. Donc, vous voyez que nos attentes sont fortes et nous vous convoquons à formaliser du mieux possible les points de vue argumentés. Et pour ceci, d'avance, je vous remercie. Merci Merci. beaucoup à vous pour cette introduction. Alors, écoutez, je vous propose de passer au propos de Pierre Simon Jauque. Pierre Simon, je te laisse le soin de partager ce que tu souhaitais partager. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce qui m'a frappé dans la vie 139, c'est le croisement des regards, qui est la méthode de travail du Comité consultatif national d'éthique. Et du coup,
la diversité des points de vue qui se sont exprimés au sein même du Comité consultatif national d'éthique et qui reflètent bien la diversité des points de vue qui s'exercent dans la population. Et vraiment, un des problèmes auxquels doit s'atteler l'éthique, c'est comment faire coexister ce qu'aucuns appellent préférence personnelle ou, de façon plus cruciale, choix existentiel. Et le propre de la démocratie, et tout particulièrement de la démocratie sanitaire, c'est d'essayer au mieux de faire coexister les différents choix existentiels qui se présentent à chacun de nous au cours de nos existences, au cours de nos vies. Pour illustrer ce problème, j'ai choisi, parmi les éléments de veille bibliographiques qui siègent au sein de notre espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, on collecte bien entendu, tout ce qui sort des comités consultatifs d'éthique, mais aussi de la presse. Et j'ai choisi d'illustrer mon propos sur la pluralité des points de vue, sur l'évolution des points de vue au cours des différentes phases de la vie de chacun d'entre nous, de voir avec vous un article qui est publié par Agnès Leclerc dans le Figaro le 14 octobre 2022 et qui me semble bien pouvoir faire l'objet d'une analyse commune qu'on reprendra dans la discussion. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, Pierre-Simon, on le C'est bon? voit. Alors par contre, là, on ne le voit plus. Ah, voilà. On Et le là, voit, ouais, on le voit là. Voilà. donc j'ai 2 écrans. Voilà le luxe. Donc je regarde sur l'écran de droite. Voilà cet article. Son titre: Chaque instant a sa valeur. Le témoignage poignant d'un malade qui a renoncé à l'euthanasie. Et ce malade qui a accepté d'être pris en photo nous dit: si j'avais été conforme à ce que je pensais avant ma maladie, j'aurais peut-être pris la décision en janvier d'aller en Suisse ou en Belgique. Une décision radicale et trop rapide, explique Bertrand, ici le 6 octobre, à la Garenne-Colombes. Suite de l'article, qu'on ne lira pas en entier, mais dont je vous ferai un résumé. Atteint de la maladie de Charcot, ce qu'on appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique, Bertrand, haut fonctionnaire, envisageait d'aller en Suisse ou en Belgique. Il a repensé sa fin de vie grâce aux soins palliatifs. Dehors, un pâle soleil d'automne prolonge l'été. Bertrand, statique, calé dans un grand fauteuil, ne l'aperçoit plus que depuis sa fenêtre. Le ronflement régulier d'un respirateur artificiel rythme le silence dans son appartement de la banlieue parisienne. À 61 ans, ce grand commis de l'État découvre une nouvelle vie, une vie immobile. Loin de la rue Cambon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le siège de la Cour des comptes, donc une des principales instances de veille financière et budgétaire de notre pays, où il a exercé comme conseiller maître. Voilà près d'1 an que le diagnostic est tombé comme une sentence: sclérose latérale amyotrophique, une maladie neuronale incurable qui paralyse progressivement le corps jusqu'à la mort. Aujourd'hui, ce spécialiste des collectivités territoriales et de l'outre-mer ne se déplace plus que de son fauteuil à son lit, à l'aide d'un lève-personne. Son grand front est coiffé d'une tuyauterie en plastique transparent qui l'aide à respirer. Polo blanc, pantalon beige, lunettes de fort antenne, cet universitaire qui a fait carrière, etc., etc. Donc là, on va
cet article est bien écrit, il est disponible en ligne et je vous laisse le soin à ceux d'entre vous qui voudraient le lire dans sa totalité de le lire. Il est intéressant, mais on n'a pas le temps de le lire au complet. Je vous résume sa situation. C'est un monsieur qui a pu recréer la vie à l'hôpital. Il a plusieurs auxiliaires de vie qui passent successivement au cours de sa vie, des infirmières et donc une permanence de soins 24/24 à domicile. Surtout, il a établi un pacte de confiance avec l'équipe de soins palliatifs à domicile qui le visite régulièrement. Il refuse clairement la mise en place d'une sonde de gastrostomie. C'est ce qu'il a élaboré dans ses directives anticipées et ce qu'il a établi en confiance avec l'équipe de soins palliatifs, c'est que lorsqu'il décidera d'arrêter son alimentation et son hydratation par lui-même, il a décidé de refuser le recours à l'alimentation et l'hydratation artificielle, qu'elle soit entérale ou parentérale. Eh bien, ils ont convenu que sera procédé à une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Voilà le cœur de l'article. Maintenant, reprenons-le. Le titre. Le témoignage poignant d'un malade qui a renoncé à l'euthanasie. Je ne dirais pas qu'il a renoncé à l'euthanasie, il a renoncé à l'assistance active au suicide, ce qui est différent. Et ce titre que je trouve un peu maladroit nous permet de bien insister sur deux éléments très différents qui font l'objet de la discussion de l'avis 139 du CCNE. Le cœur de la discussion est autour de l'assistance active ou médicale, selon les termes, au suicide. Le problème de l'euthanasie n'est envisagé que de façon dérivée pour, c'est une des traditions de la République française, assurer l'universalité à tous les citoyens des mesures qui sont prises. Effectivement, un tout petit nombre de malades ne seront pas en mesure d'appuyer sur le bouton qui délivrera le produit injectable qui va assurer la fin de vie. Et donc, c'est pour ces quelques personnes qui ne seront pas en mesure d'appuyer sur ce bouton que est évoqué le problème de l'euthanasie. Deuxième élément de réflexion, c'est Bertrand est une personne qui a mené une vie avec un très haut niveau d'autonomie. Et il arrive à 61 ans, malgré sa maladie, à avoir des moyens qui lui permettent de couvrir tous les soins dont tous ne sont pas pris en charge dans le cadre de sa maladie à un très haut niveau et qui lui permettent de garder le meilleur niveau de confort qu'il est possible d'obtenir malgré l'extrême incapacité dont il est victime et qui lui permettent d'apparaître avec un pantalon propre, bien coiffé, un polo blanc. Voilà, deuxième point sur lequel je voulais insister. Il faut bien avouer que le principe d'équité sociale est malheureusement malmené. Nous sommes un État démocratique, mais il persiste des inégalités.
économique. Deuxième point, du fait, grâce à son réseau amical, il n'est jamais resté isolé. Grâce à son réseau de relations, grâce à beaucoup de choses, il a su garder autour de lui une relation forte avec l'unité de soins palliatifs qui lui a permis d'établir un pacte de confiance, ce qui a nécessité beaucoup de travail de sa part et beaucoup de sollicitude et d'attention de la part des équipes de soins palliatifs. Mais c'est un des aspects de la vie du CCNE. Dans l'état actuel de leurs forces, je ne suis pas certain que les équipes de soins palliatifs à domicile soient capables d'assurer la même qualité de dialogue qui impose un dialogue régulièrement renouvelé, régulièrement réactivé pour assurer la prise en charge. Donc là, on a l'exemple d'une solution qui apparaît idéale, qui permet de considérer que la loi Claes-Leonetti telle qu'elle est permettrait de répondre à la plupart des situations auxquelles sont confrontées les personnes en fin de vie, que ce soit dans le cadre des maladies neurodégénératives, de l'insuffisance cardiaque, des cancers avancés en 4e, 5e ligne, mais on ne peut pas s'empêcher de réfléchir aux situations moins optimales, mais je n'irai pas plus loin, parce que je ne voudrais pas justement épuiser la discussion. J'espère que ce fera l'objet d'une réflexion. Qu'est-ce que peut changer? Et je terminerai par cette question, la mise en place d'une assistance active au suicide dans ces situations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Simon, pour ce travail à partir d'une situation. C'est toujours intéressant de revenir aux faits pour essayer de discuter de ce sujet globalement assez complexe. Alors, si tu le veux bien, peut-être arrêter ton partage d'écran pour ensuite Voilà. laisser la parole, merci beaucoup, laisser les paroles à Jean-Étienne Bazin pour ce troisième propos. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Élodie et merci à Pierre-Simon pour cette organisation et cette invitation à ce cyberéthique d'une lecture croisée de l'avis 139 du CCNE. Déjà, j'ai deux réflexions, enfin trois réflexions initiales par rapport à cet avis qui a été annoncé notamment par son président Jean-François Delfraissy depuis plusieurs mois. On est en train de travailler, on va sortir un avis sur la fin de vie, vous allez être étonnés. Enfin bon, il y avait un aspect médiatique. Et puis le jour de sa sortie, au mois de septembre, un orage médiatique. Le CCNE ouvre la porte au suicide assisté et à l'aide médicale, l'aide active à mourir. Et j'avoue qu'à la lecture de l'avis, ces propos ont été extrêmement nuancés et je passe mon temps quand des gens me disent « mais le CCNE a accepté », comme si le CCNE faisait la loi. Le CCNE n'a fait qu'entrouvrir une petite porte sur une réflexion. Alors, comme toute réflexion, elle n'est pas inintéressante et comme on m'y a invité, j'ai essayé de lire cet avis sous quatre angles. Celui du réanimateur que je suis ou que j'étais, celui de l'enseignant de médecine, celui de la personne impliquée dans les débats éthiques et au sein de l'espace éthique, et puis celui du citoyen. Déjà, il y a un premier constat, alors qui n'est pas fait effectivement d'emblée dès l'introduction, mais qu'on retrouve dans notamment
l'annexe où il y a le texte des 8 participants du CCNE qui émettent un avis un peu différent des autres, et c'est tout à l'honneur du CCNE que de rapporter cet avis différent et de montrer qu'il n'y a pas eu unanimité dans les débats et que les débats ont probablement été assez houleux. C'est celui du constat de dire, et qui m'exaspère quand j'entends à la radio, on meurt mal en France. Et je pense qu'on voit toujours les trains qui arrivent en retard, on voit toujours les accidents de voiture. Je pense que dans l'immense majorité des cas, les décès à l'hôpital, même à domicile, même dans les EHPAD, peuvent se passer sereinement, etc. Malheureusement, effectivement, il existe encore des drames et des très mauvaises interprétations de la loi. Le deuxième problème de cet avis, mais le CCNE le discute, tout en ne le discutant pas et tout en n'apportant pas une réponse absolue, mais qui est vraiment celui qui pose le maximum de problèmes, c'est la temporalité. C'est quoi un décès à court terme et c'est quoi un décès à moyen terme? Alors on voit apparaître des chiffres de court terme, on suppose quelques jours, mais voilà, on ne sait pas. Du moyen terme qui serait 6 mois, peut-être 1 an, en se basant sur les législations d'autres pays, mais c'est quoi 6 mois, 1 an, notamment dans certaines situations. Et puis entre les deux, 3 mois, 4 mois, ça, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on peut proposer. Et finalement, ce flou sur cette temporalité apporte une complexité au débat. Alors si je lis cet avis d'un œil de réanimateur, moi, il y a 2 points essentiels qui m'ont beaucoup intéressé. Il y a celui du rappel des limitations des thérapeutiques actives et du rôle important de la procédure collégiale, tout en affirmant que cette procédure collégiale ne doit pas rester une procédure, mais doit vraiment être une instance de délibération où le patient est au cœur du débat. Et je trouve ceci extrêmement intéressant, avec peut-être une petite nuance où on arrive enfin à avoir ces procédures collégiales pas trop mal, encore faut-il analyser tous les services de réanimation ou de soins intensifs, mais globalement, ça a mis longtemps, hein, mais à se mettre en place. Et tout de suite, on propose encore de les complexifier en invitant d'autres personnes, etc. Il faut quand même voir que faire une procédure collégiale pour décider pour un patient si on arrête les traitements ou pas, ça prend du temps et qu'il y a d'autres malades aussi dans le service dont il faut s'occuper. Donc, certes, il faut les faire, mais ça ne peut pas non plus prendre du temps pour inviter un philosophe, un avocat, etc., enfin des personnes extérieures. La deuxième chose qui, moi, me fait écho dans mon esprit de réanimateur, c'est cette phrase qui est ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'il faut absolument le faire, et il faut éviter de faire de la réanimation pour faire de la réanimation parce qu'on sait faire les gestes, c'est de rentrer dans des processus où on va se retrouver avec des patients qui seront en obstination déraisonnable, enfin qui subiront cette obstination déraisonnable et qu'il faudra arrêter. Alors c'est totalement vrai et je ne nie pas que dans certains services et avec certaines personnes ça puisse exister et encore exister, mais ça nie totalement toute l'incertitude qu'il peut y avoir autour d'un patient de réanimation. Quand on débute une réanimation, on ne sait jamais quelle va être l'évolution et le pronostic. Et finalement, la vraie question qui aurait dû être abordée, c'est celle de se reposer à chaque instant, j'allais dire, enfin au moins quotidiennement, le bien fondé des thérapeutiques qu'on applique chez une personne en sachant, enfin en se posant toujours la question, quel est le bénéfice et quel est l'espoir de vie et de qualité de vie au-delà de la réanimation en fonction de la pathologie, de l'âge, des comorbidités, etc. Donc ça, c'est un petit peu, j'allais dire, plutôt bien décrit. Maintenant, en tant qu'enseignant de médecine, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, c'est vrai qu'il est dit, il est redit, et c'est vrai, les manques de moyens en soins palliatifs, l'inégalité de répartition des lits de soins palliatifs sur le territoire français en fonction des départements, ce qui est vrai. Mais surtout, cet avis insiste énormément
sur la formation des personnels de santé, en disant que tout personnel de santé doit être enseigné, doit être éduqué, doit avoir une réflexion sur la fin de vie, sur les procédures de fin de vie et sur l'accompagnement des personnes. Et je pense que c'est essentiellement de ça dont on souffre le plus à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de spécialités médicales considèrent que la fin de vie, ça ne les concerne pas et que finalement, on va tout refiler, entre guillemets, au service de soins palliatifs, voire à l'abandon du patient et de ses proches. Et je pense que malheureusement, beaucoup de fins de vie mal vécues sont liées à ce non-accompagnement et cette non-éducation des professionnels de santé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très bien. Et bien sûr, il faut une spécialité universitaire de soins palliatifs, mais il ne faudrait pas recréer un nouveau silo supplémentaire, mais vraiment travailler en pluridisciplinarité, en pluriprofessionnel. Et c'est très bien dit dans la vie. Il faut que chaque spécialité envisage les fins de vie et les accompagnements de fin de vie en fonction de sa spécialité. Il y en a dans toutes les spécialités médicales, quel que soit son métier d'ailleurs. On peut être confronté à ces fins de vie. Et donc, ça, j'allais dire, ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup de moyens supplémentaires. Ça nécessite juste une volonté de la part de tout le monde que de vouloir mettre en place ces formations. Et puis, comme tout aspect universitaire, il y a un aspect de recherche. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on manque de recherche sur la fin de vie, sur notamment d'enquêtes sur comment meurt-on en France, dans quelle qualité, quel accompagnement, etc., et qui pourrait largement contribuer au débat. Là où je suis beaucoup plus nuancé sur cet avis, et c'est quand même un petit peu dommage, c'est sur l'aspect éthique de la vie et sur les avis qui sont formulés, notamment par le CCNE, notamment en ce qui concerne les lois antérieures, notamment la loi Claes-Leonetti. Et pour moi, il y a des aspects qui sont complètement absurdes, entre guillemets, en disant que il faut, par exemple, il y a une phrase extraordinaire sur la personne de confiance à la page 20 qui dit « Il faut renforcer le rôle de la personne de confiance ». Mais comment peut-on renforcer plus le rôle de la personne de confiance qui doit déjà témoigner de la vie du patient quand il est en incapacité de lire? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Alors, c'est surtout, il faut tenir compte de la vie de la personne de confiance, où il faut vraiment définir et rappeler à tous nos concitoyens ce qu'est une personne de confiance et à chaque personne qui devient personne de confiance, de lui rappeler la responsabilité en quoi ça consiste. Deuxième chose, même chose pour les directives anticipées. De nouveau, on nous resserre les directives anticipées et dans le cadre de la maladie. Mais sauf que, et là c'est un petit peu antinomique avec un autre élément qui, lui, par contre, je trouve très très bien, est celui de former toute la population dès le collège, le lycée, etc., aux problématiques de fin de vie, c'est que les directives anticipées devraient faire partie de la vie quotidienne de tout citoyen avant même qu'il soit malade. Peut-être qu'elles vont être modifiées lors de la maladie, par l'évolution de la maladie secondairement, mais il faut que les gens en prennent l'habitude. Ce n'est pas au moment où ils sont malades qu'on leur dit « et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je pense que c'est une mauvaise vision des directives anticipées. Et puis, il y a même un aspect antinomique. Et alors là, pour moi, je ne comprends pas ce qui a été écrit, où le CCNE dit, par exemple, à propos du suicide assisté, la demande d'aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d'une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre et éclairée et réitérée. Par définition, c'est nier les directives anticipées. Ça veut dire que ce que vous avez écrit dans vos directives anticipées, on ne peut pas en tenir compte puisque vous n'êtes plus en état de réitérer cet avis. Et donc là, il y a vraiment un grave souci. Grave souci d'ailleurs, qui n'est pas dans l'avis du CCNE, mais moi qui m'interroge beaucoup par rapport aux directives anticipées, où on veut faire croire aux gens qu'elles sont
elle s'impose aux médecins. Et un avis du Conseil d'État du mois de mai par rapport à un témoin de Jéhovah et du Conseil constitutionnel du mois de novembre, du 10 novembre, mettent à mal le positionnement des directives anticipées et redonnent aux médecins toute possibilité de ne pas suivre ces directives anticipées. Donc là, je trouve que le CCNE, finalement, s'oriente vers des choses qui ne sont pas nécessairement justes par rapport à l'esprit de la loi Claes-Leonetti. Ensuite, sur un plan, j'allais dire, plus citoyen, moi, il y a vraiment une réflexion qui est extrêmement intéressante. C'est celle que tu as dit à Pierre-Simon tout à l'heure, qui est cette réflexion entre autonomie et collectif et problématique. Ce n'est pas parce qu'on choisit ces choix existentiels vont avoir un retentissement sur la société et sur d'autres personnes, et pas seulement sur les médecins qui vont être obligés d'appliquer des choses, ça c'est ce qu'on peut mettre, mais peuvent avoir un retentissement, et ça c'est quelque chose qui est bien, qui est extrêmement bien dit. De même, il est à plusieurs reprises rappelé que la recherche d'un accompagnement est nécessaire, que la recherche de la particularité de chaque patient est nécessaire, que ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il n'y a plus de dialogue entre les soignants et les personnes soignées, etc. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de le rappeler, et de le rappeler à tous nos concitoyens. Voilà. Et puis, petite phrase sur la clause de conscience sur laquelle on pourrait revenir, mais je vais dire, il passe assez vite. Et ensuite, la procédure qui, moi, je serais citoyen lambda et je lis cet avis 139, je ne comprends rien à quelle procédure est proposée par le CCNE en cas de demande d'aide active à mourir. On nous dit que c'est du moyen terme, mais il va falloir faire des réunions collégiales qui vont prendre du temps. Et finalement, si vous y prenez 6 mois à l'avance, vous allez vous retrouver finalement dans la loi Claes-Leonetti et en toute fin de vie, puisque le temps qu'il y ait 3 réunions collégiales, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais non, mais enfin bon, c'est pas très clair. De même, comment une procédure collégiale va pouvoir se permettre d'accepter ou de refuser d'accéder à une demande d'un patient qui souffre et qui dit clairement qu'il souffre ou qu'il affirme. Et enfin, il est dit clairement que cette ouverture à une aide médicale à mourir pourrait se positionner donc pour des patients avec une maladie évolutive à 6 mois, on comprend que c'est bien, mais aussi aux patients qui sont en situation de profonde altération de l'indépendance fonctionnelle ou de l'autonomie. Moi, je connais des gens qui sont en profonde altération de l'autonomie et de l'indépendance fonctionnelle et qui ne sont pas à 6 mois de leur mort, mais qui sont à plusieurs années de leur mort. Et en cas de demande, comment positionner ces patients qui peuvent être en demande. Enfin, à plusieurs reprises, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, comme s'il fallait absolument en parler. Et je pense que ce n'est pas du tout le sujet. Il y a cet aspect de, finalement, en acceptant d'élargir un droit, une aide à mourir, on risquerait, pour des raisons économiques notamment, c'est rappelé plusieurs fois, d'avoir une véritable euthanasie de masse de toutes les personnes. Je pense qu'on est très loin de ça, c'est bien que le CCNE le rappelle, mais ça tombe souvent mal à propos, à mon avis. Tout ça pour dire que cet avis 139, moi, me déçoit un peu. D'abord parce que, certes, il ouvre sur un débat national qui doit avoir lieu, mais finalement, il donne son avis avant qu'il y ait le débat national. Et comme va nous le dire Pascal, je pense tout à l'heure. Et je pense qu'on aurait mieux fait d'attendre une réflexion citoyenne, les débats citoyens, un petit peu comme les débats sur la bioéthique, sur les lois de bioéthique. Et je pense clairement, quand on relit les différents avis qui ont pu être donnés, que pour certaines personnes, il peut y avoir une survie ou une vie ou des instants de vie de toute fin de vie qui peuvent être considérés comme pires que la mort. Et il est clair que notre société doit pouvoir y répondre.
mais en tout cas l'avis 139, s'il nous invite à cette réflexion, ne nous donne strictement aucune piste pour y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Étienne, pour ce propos très intéressant et qui balaye pas mal de pistes effectivement proposées par l'avis. Alors, je vais laisser la parole à Pascal Vassal pour ce dernier propos et puis après, on pourra discuter ensemble de tous ces éléments. Merci, Pascal. Merci, Élodie. Merci à Pierre Simon pour m'avoir proposé de participer à ce débat qui évidemment me concerne plus particulièrement puisque je travaille en soins palliatifs et que cette question sur la fin de vie, sur comment accompagner au mieux les patients est quelque chose qui est prégnant et qui doit chaque fois nous interroger. En fait, rien n'est jamais acquis et on doit toujours un peu être dans le doute comme la réflexion éthique pour pouvoir avancer. Et donc là, c'est un moyen intéressant de se poser des questions. Alors, moi, j'aurais 3 parties dans mon intervention. D'abord, j'aurais eu envie de vous parler quand même des soins palliatifs et puis de vous montrer que dans ces soins palliatifs, la personne en fin de vie est vulnérable ainsi que sa famille. Et est-ce que les soins palliatifs peuvent être une réponse à la souffrance? Donc, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Donc, c'est vrai que la fin de vie, personne n'aime y penser, hein. C'est plutôt, on la voit à l'extérieur, mais ça ne nous concerne pas. Les personnes ont envie vraiment de réfléchir là-dessus et pourtant, elle se définit dans le Code de la santé publique comme les derniers moments d'une personne à phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause. Donc, cette fin de vie, elle va être définie, elle va être accompagnée par des soins palliatifs qui sont des soins actifs dans une approche globale de la personne. Ce n'est pas simplement tenir la main et fermer les volets. C'est quelque chose de vraiment actif. Alors, on pense que souvent les soins palliatifs s'adressent à des personnes qui ont des cancers, certes, dans 60 ou 70% des cas. Il y a aussi des pathologies chroniques d'insuffisance d'organes et les pathologies neurodégénératives dont on a eu un bel exemple avec la sclérose latérale amyotrophique. Alors, pour qui sont ces soins palliatifs? Ça s'adresse à tous les âges, que ce soit du nouveau-né. On fait même des soins maintenant palliatifs en salle d'accouchement de naissance. Ça s'adresse à tous les patients, quel que soit leur âge, les familles et leur entourage. Dans notre service, on s'occupe que d'adultes, mais on a eu, ça va de 18 ans à 104 ans. Donc, vous voyez, c'est très large. C'est le faire le plus tôt possible. C'est pas simplement la phase agonique, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe le plus tôt possible. Et en fait, faire intervenir une équipe mobile ou parler de soins palliatifs, ça fait pas du tout mourir. Bien au contraire, il a été montré que des patients qui étaient traités par chimiothérapie et qui étaient accompagnés sur le plan palliatif avaient une espérance de vie même un peu plus longue et surtout avaient une qualité de vie bien meilleure. Et ça se fait partout, mais bien sûr qu'il faut que les soignants, comme disait Jean-Étienne, soient formés dans des unités de soins palliatifs, par des équipes mobiles de soins palliatifs, des lits identifiés de soins palliatifs et une hospitalisation à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité de la personne en fin de vie? Qu'est-ce que c'est cette vulnérabilité aussi de la famille? Je crois que ça, c'est vraiment fondamental à comprendre, que la vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine, bien évidemment, mais elle est encore plus prégnante pour la personne malade et encore plus en fin de vie. Alors, pourquoi cette vulnérabilité? Parce qu'il y a le parcours du patient. Quand il arrive en fin de vie, il y a un parcours long de la maladie. Il y a cette incertitude de la mort prochaine et peut-être cette absurdité de la vie que développe Camus. Le patient en fin de vie, son parcours, il a un cancer, il a des récidives, il a des examens, il a des chimiothérapies. Il a tout un tas de choses qui fait que c'est important de reconnaître ce parcours qui est long et qui est douloureux. Ensuite, il y a souvent des symptômes d'inconfort, la douleur, les autres symptômes d'inconfort. À côté de la douleur présence physique, il y a aussi une souffrance psychique, bien évidemment, sociale, spirituelle. La communication est parfois difficile et c'est une véritable période de séparation très douloureuse. Mais en même temps, notre patient, il est toujours dans l'espérance et la désespérance, dans la vie et la mort. Rien n'est jamais fixé, il y a toujours cette ambivalence entre désir de vivre et désir de mourir, d'où cette question de réitérer cette demande plusieurs fois, parce qu'on est toujours mouvant et qu'on est tous capables de changer aussi d'avis. La famille est aussi également vulnérable parce que ça leur renvoie l'image de leur propre mort, ces difficultés pour de voir ses proches aussi avec une image de l'autre aussi altérée. Et puis cette impuissance de se dire mais il va mourir, qu'est-ce que puis-je faire pour lui? Il y a une peur, une angoisse, une impuissance. Donc il y en a aussi de la part des familles une vulnérabilité, une grande souffrance
Et c'est pour ça qu'un accompagnement ne peut pas se penser simplement que par le patient. Il est évidemment avec la famille qui font un tout. Les soignants, dans cette troisième partie, enfin le trinôme, en fait, on essaye d'apporter la meilleure qualité de vie. Bienfaisance, mais qu'est-ce qui est bon pour le patient? Ce qui est bon pour les patients n'est pas forcément bon pour nous. Donc, je crois que ça aussi, c'est intéressant. Et puis, on a respecté l'autonomie du patient vulnérable, cette autonomie qui a été tellement bien développée dans la vie 139. Mais il faut essayer toujours de rechercher le consentement, la volonté, voire la parole du patient. Et c'est vrai que Marie-France Calu, juriste, elle insiste beaucoup sur la recherche de la parole du patient. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental, au-delà de la personne de confiance et des directives anticipées, qu'est-ce que le patient dit et à réécrire et à noter dans les dossiers. Il faut savoir écouter le patient, l'informer, parce que souvent, s'il y a des mauvais, enfin, il y a des accompagnements qui se passent mal, je pense que c'est souvent par une mauvaise communication. Et bien sûr, essayer de s'enquérir des directives anticipées et de la personne de confiance que vous connaissez bien dans la loi Claes-Denis. Alors, qu'est-ce que c'est cette fin de vie? Elle est pleine d'incertitudes. C'est Zankelevitch qui dit que la mort est certaine, mais l'heure est incertaine. Alors, cette approche inexorable de la mort, il y a c'est Claire Marin qui dit que la vie de l'homme gravement malade est une vie de l'entre-deux, où la sensation d'exister est hantée par l'angoisse de disparaître. Et donc, par rapport à ça, comment et pourquoi investir et vivre ce temps de vie incertaine? Il y a aussi cette incertitude de la mort, il y a aussi l'absurdité de la vie. À quoi bon vivre puisque je vais mourir? Récemment, j'ai accompagné un patient qui était un cancer très évolué avec une occlusion intestinale, un syndrome occlusif, une sonde nasogastrique. Et donc, lui, il disait, mais à quoi bon vivre puisque de toute façon, je vais mourir? Et il n'en comprenait pas le sens. Et parallèlement, on accompagnait une jeune femme de 33 ans qui avait la même pathologie. Et elle nous disait, pourquoi je vais mourir alors que j'ai envie de vivre, j'ai 2 enfants et je veux rester en vie. Vous voyez combien l'absurdité de la vie. L'absurde, selon Camus, c'est le sentiment qui naît quand je suis face à l'absence totale de sens de mon existence. Alors, n'est-ce pas le cas pour certains patients en phase terminale d'une maladie grave, tel que le patient que je vous décris, et parfois nous avons des patients aussi qui ont des scléroses latérales amyotrophiques et pour qui la vie n'a plus de sens. Mais n'est-ce pas cette absurdité de la vie qui définit sa vulnérabilité? Et pourtant, la vie continue. Alors, comment aider le patient à lui donner du sens? Comment investir ce temps qui reste à vivre? Et c'est ça qui est peut-être qui donne sens à notre accompagnement. C'est plutôt accompagner la vie qu'accompagner la mort. Certes, on explique au patient qu'il va décéder, mais qu'il y a toute une période de vie qu'il peut investir dans vraiment de la vie. Et c'est un sens à construire avec le patient en lui donnant toute sa capacité, voire son autonomie. Cette fragilité de la vie a été aussi décrite par Paul Ricoeur, qui montre ces bornes mystérieuses. Quand avant de naître, on ne sait pas d'où l'on vient, et quand on disparaît, on a beaucoup aussi d'incertitudes. Et Paul Ricoeur explique que l'homme se construit parce qu'il est vulnérable. Alors, comment les soins palliatifs vont avoir un enjeu là entre l'obstination, me semble-t-il, déraisonnable et aide active à mourir? Peut-être que c'est faire vivre et laisser mourir. Alors, quelques constats. D'abord, penser sa mort en bonne santé, c'est totalement différent de de vivre sa mort. C'est vraiment des choses, quand j'aimerais décéder, j'aimerais, mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on voudrait quand on est vraiment malade et qu'on est en fin de vie? Je ne le crois pas. On a des rares demandes d'euthanasie par le patient. Les demandes ne sont pas toujours réitérées après une prise en charge de la douleur, d'autres symptômes d'inconfort et une écoute. Et parfois, on a des demandes plus fréquentes de l'entourage qui dit, mais en fait, pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Sa vie est insupportable. Que souhaite le patient en fin de vie? Ils souhaitent tous la même chose et on souhaite tous la même chose, c'est-à-dire ne pas souffrir, être écouté et pas d'acharnement thérapeutique. Que proposent les soins palliatifs? Ne pas souffrir. Depuis de nombreuses années, on a une amélioration considérable de la prise en charge de la douleur par cette totale peine. Mais il faut reconnaître qu'il y aura toujours une souffrance de mourir, de se séparer des siens et de la vie. Je crois qu'on est toujours seul à mourir et que cette souffrance sera là. Un patient me disait, j'ai l'impression qu'il était très bien entouré par sa famille, par ses amis. Il disait l'impression que je suis dans un amphi, tout seul en bas, et qu'autour de moi, ma famille est là, mais je suis quand même seul à mourir. Et je crois que c'est quelque chose qui est incompressible. Et même si on fait une aide active à mourir, il y aura toujours cette souffrance. Et si la souffrance est réfractaire, on peut faire une sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès.
lors d'une affection grave dont le pronostic est engagé à court terme. Et c'est cette notion de court terme qui entraîne un débat, puisque qu'est-ce qu'on fait quand le pronostic est engagé à moyen terme? C'est là toute la réflexion que nous devons avoir. Être écouté. On essaye de respecter l'autonomie du patient dans sa capacité à décider. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Pour cela, il faut bien sûr l'informer. On peut l'aider à écrire ses directives anticipées. On recueille sa parole, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis, on peut respecter aussi le refus du patient de soins. Et ça aussi, c'est important. Actuellement, on a un patient qui a refusé tous les soins et qui est dans notre service et que l'on respecte dans ce sens-là. Ne pas subir d'acharnement thérapeutique. Alors, on a beaucoup parlé de l'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable? Ce sont un acte inutile qui est disproportionné ou n'ayant d'autre effet que les matières artificielles de la vie. Et je crois qu'il faut toujours s'interroger quelle est la finalité de la décision médicale. Je crois que c'est ça qui va nous guider à accompagner et à accompagner le patient pour son meilleur. Par des réunions pluridisciplinaires et puis cette procédure collégiale pour des situations cliniques complexes, processus de délibération éthique. Et je crois que c'est important qu'on puisse faire ces procédures collégiales, même si évidemment la décision, elle reviendra toujours au médecin qui en aura la responsabilité. Et on fait ces procédures collégiales dans 3 situations pour des limitations en arrêt des traitements actifs. Jean-Étienne nous en a longuement parlé. Lorsque l'on fait une sédation profonde, continue maintenue jusqu'au décès. Et lorsqu'aussi les directives anticipées sont inappropriées. Je crois que c'est important de pouvoir se réunir et de pouvoir décider ensemble, même si la décision revient qu'au médecin. Et je crois qu'il faut aussi expliquer aux patients et à sa famille qu'on ne les abandonnera jamais. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ils seront toujours accompagnés. En conclusion, la question et les questions éthiques sont jamais résolues par la loi. La loi, elle nous donne un cadre nécessaire pour la cohésion, la solidarité, le vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment fondamental. Mais la fin de vie est faite de situations cliniques complexes, singulières, uniques, avec doute et incertitude. Je crois qu'il y a vraiment des situations parfois complexes, mais je ne pense pas qu'elles pourront rentrer dans un cadre légal. Et le soin palliatif, c'est une réponse à la souffrance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, pour ce propos et cette conclusion, ouverture en direction du débat. Alors, je vais tout de suite couper l'enregistrement. Comme ça, au moins, ce sera fait.